Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Contour. La situation de notre pays depuis le 26 juillet 2023 est au centre de toutes les discussions, aussi bien au Niger qu'en Afrique et même au-delà de notre continent. Une situation qui préoccupe beaucoup de Nigériens, surtout au regard des prises de position de certains pays frères réunis au sein de la CEDEAO, mais également des puissances occidentales qui n'entendent pas laisser les Nigériens faire le choix de leurs dirigeants. Pour parler de cette question, mais surtout des sanctions qui tentent d'asphyxier le peuple nigérien, nous recevons sur ce plateau des invités dont vous connaissez la plupart certainement. Il s'agit de M. Hama Hamadou. Monsieur Hamadou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes financier, vous êtes également acteur politique de haut niveau. Merci d'être là pour partager avec nous cette situation de notre pays. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Nassirou Bodo. Il est aussi jeune acteur politique, je dirais, malgré sa barbe. Monsieur Nassirou, merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est votre second passage d'ailleurs sur ce plateau de l'émission Contour. Et enfin, nous avons le très emblématique Bana Ibrahim, l'activiste des réseaux sociaux, mais surtout du terrain, parce que maintenant, on ne le voit plus que sur la page Facebook, on le voit aussi sur le terrain. Bana, merci d'être là. Je vous en prie, toujours le plaisir est pour moi. Et nous avons également un autre homme bien connu des Nigériens pour ses actions de développement. J'ai nommé M. Ali Abdoulaye. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes acteur de la société civile. Vous dirigez une ONG, Vikendenbeira, qui a connu quand même des situations sur lesquelles nous n'allons pas revenir ici. Merci donc à tous d'être là. Alors, M. Hamamadou, avant peut-être de vous donner la parole, nous allons faire un bref aperçu de la situation née des événements du 26 juillet 2023. Situation notamment en mettant l'accent sur l'unité des Nigériens. Cet événement a eu le mérite de rassembler les Nigériens et de susciter le patriotisme en chaque fille et fils de notre pays. Pour cela, je vous propose de suivre cet élément. C'est un truisme que de le dire. Ces dernières années, les Nigériens ont été profondément divisés à tel point que rien ne semblait pouvoir les réunir. La dernière polémique, née de l'adoption du nouvel hymne national, en est une bonne illustration. Même lorsque les autorités démocratiques sont prises à partie par les citoyens d'autres pays, les Nigériens étaient incapables de parler d'une même voix, de les défendre verbalement. Aujourd'hui, l'une des premières retombées de la prise du pouvoir par le CNSP est sans doute l'unité retrouvée entre fils et filles du Niger. Toutes les couches sociales, intellectuelles, paysans, citadins, religieux, coutumiers, commerçants, scolaires, jeunes, moins jeunes, femmes et même enfants soutiennent le renversement du régime de Mohamed Bazoum. Toutes les couches politiques, y compris les anciennes oppositions et majorités, appellent à l'unité et rejettent toute intervention militaire de la CEDEAO et de ses maîtres à penser. Les messages de Brigitte Raffini, ancien Premier ministre sous Issoufou Mahamadou et militant du PNDS Tareya, le parti de Mohamed Bazoum, et de Seynou Marou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien principal allié du Parti Rose, sont assez emblématiques. Seuls les extrémistes de l'ancien parti au pouvoir appellent à une agression militaire contre le Niger. Les marches pacifiques de soutien sont venues des 8 régions que compte le pays. Dosso, Tawa, Maradi, Difa, Agadez, Tillabéri et bien sûr Niamey et même Zender. La diaspora n'est pas en reste. Partout, c'est le soutien total au renversement du régime de Mohamed Bazoum. Voici les images de la marche de soutien au CNSP dans la ville de Tawa. Regardez maintenant les images du meeting de soutien à l'ancien régime dans la même ville d'Ottawa. À Niamey,
Aux premières heures du coup d'État le 26 juillet, voici les partisans de Mohamed Bazoum à la place de la concertation. Et voici ce à quoi ressemble la même place de la concertation, remplie comme un œuf par les soutiens du général Tchani et ses camarades le 3 août dernier. Le lendemain, pareil pour la grande mosquée de la capitale qui, à l'appel des oulémas, a été remplie comme jamais auparavant par les fidèles musulmans pour une prière en faveur du Niger et de ses nouvelles autorités. Dans les quartiers, après chaque prière, les mains sont levées vers le ciel pour implorer Allah de veiller sur le Niger et son nouveau régime. Même les animistes se sont fait entendre dans le soutien populaire au CNSP. Mieux, pour la première fois dans notre pays, les coupures d'électricité sont vécues stoïquement par les habitants de Niamey parce qu'elles découlent des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO. Les lamentations et récriminations, voire les insultes habituelles en pareilles circonstances, ont laissé place à la ferveur citoyenne et à la fierté d'appartenir à la nation nigérienne et donc de souffrir pour défendre la mère patrie. Nous sommes prêts à mourir pour défendre notre pays et nos autorités de transition, ou encore chaque Nigérien est un soldat, sont les phrases les plus entendues dans la bouche des Nigériens de toutes les générations ces jours-ci. Que dire d'autre de ces brigades citoyennes de veille qui se sont créées à Niamey et qui passent la nuit sur les principaux carrefours dans le seul but de défendre le pays. Or, il y a quelques jours encore, sous la Renaissance, pour mobiliser des Nigériens, le parti au pouvoir était obligé de recourir à des bus pour transporter gratuitement, non sans distribuer, des billets de banque aux prétendus militants et sympathisants. Aujourd'hui, les citoyens s'engagent volontairement pour soutenir et sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre le CNSP, pourtant arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Mais rien de surprenant, car le renversement de la renaissance du PNDS-Tareya est vécu par les Nigériens comme la délivrance d'un peuple arraché à une dictature sournoise et impitoyable, doublée d'une haute trahison au profit des puissances occidentales. La CEDEAO devrait donc réfléchir par deux fois avant d'affronter le peuple déterminé du Niger qui n'est pas disposé à revivre la décennie de maltraitance que le PNDS-Tareya et ses alliés lui ont fait subir. Et le plus beau est que lors des manifestations et déclarations, les fanions des partis politiques et syndicats ont disparu pour laisser place au drapeau national. Les couleurs orange, blanc et vert qui nous unissent plus que tout. Visiblement, le régime qui nous divisait s'en est allé, autant en emporte le vent. Et, ironie du sort, peu avant sa destitution, Mohamed Bazoum avait promulgué l'hymne national qui nous demande de nous sacrifier pour l'honneur de la patrie. Rendons la patrie au prix de notre sang, faisons du Niger. C'est un peu comme si l'ancien président savait que la CEDEAO allait menacer de nous attaquer. Mais en fait, c'est ce qui arrive lorsque la volonté de Dieu concorde avec les aspirations du peuple. Pour le combat, nous demeurons debout, portant haut le drapeau de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers. Voilà. Monsieur Amamadou, sanctions, menaces d'intervention, même si la menace d'intervention s'éloigne de plus en plus, on doit, passez-moi le mot, la vigilance doit être de mise. Est-ce qu'aujourd'hui, on est tiré d'affaire quant à cette guerre que veut nous imposer la CEDEAO? Merci de l'occasion que vous me donnez de pouvoir exprimer un point de vue sur la situation de notre pays dans le contexte actuel. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes déjà en guerre. Il y a deux formes de guerre.
pouvez faire la guerre avec des militaires, vous pouvez faire la guerre avec l'économie. Pour ce qui est de l'économie, depuis la soirée du 30 juillet 2023, nous sommes en guerre, étant entendu que nos instances communautaires, l'UEMOA et la CEDEAO, ont décidé de nous imposer des sanctions aussi lourdes que massives, qu'immédiates, et sanctions, vous l'avez dit tout à l'heure, qui étaient censées nous asphyxier. Donc nous envoyer une balle dans le poumon pour que nous puissions changer de mode ou de logiciel tel que le peuple du Niger a décidé de prendre ses responsabilités en main. Donc nous sommes dans cette guerre. Mais ce que les Nigériens ignorent d'ailleurs, c'est que ces sanctions-là n'ont pas été prises le 30 juillet. Elles ont déjà cours depuis le 27 juillet. Notre banque centrale a donné des directives aux banques, vous le savez, aux banques secondaires, pour que ces mesures, en tout cas sur le plan des finances, puissent être mises en place depuis le 27 juillet. Et en dehors de toute disposition réglementaire, juridique? Bien évidemment, aucune disposition juridique ne permettait à la Banque centrale ou les institutions de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui est un peu différente de l'UEMOA, qui est, elle, économique et monétaire. On a l'UEMOA, qui donc est l'instance fédératrice en matière de finances de l'Union. Eh bien, aucune règle, aucune loi de l'Union ne permettait à ces instances de prendre une décision de cette nature le 27 juillet, en l'absence de réunion des instances. Notamment la conférence des chefs d'État. On va revenir sur ces sanctions. On va revenir sur ces sanctions. Maintenant, c'est ce qui inquiète, c'est surtout cette agression militaire qui plane comme une épée de Damoclès. Est-ce qu'on doit se dire que c'est fini? Ils ne vont plus attaquer? Il ne faut jamais être naïf dans la vie. Nous avons forcément aujourd'hui des ennemis pour plusieurs raisons. Des ennemis qui sont endéants, donc intra notre communauté, parce que ils veulent probablement profiter de la situation dans laquelle nous sommes pour avoir un avantage comparatif plus important pour eux sur un certain terme. Nous avons bien évidemment aussi des ennemis extérieurs à la communauté, et c'est peut-être même sous la dictée de ces ennemis extérieurs à la communauté que les sanctions ou la menace d'intervention militaire ont eu lieu. Donc nous devons, en tant que nation, puisque aujourd'hui, mon sentiment est que les Nigériens forment nation. Depuis en tout cas le 26 juillet 2023, on a le sentiment, on peut le voir dans tous les médias, on peut le voir dans toutes les villes, notre peuple a commencé à faire nation. À partir du moment où nous sommes une nation, nous devons nous préparer, nous devons avoir les précautions nécessaires pour éviter d'être surpris, puisque la menace, nous la connaissons. Il serait malvenu, il serait même stupide ou idiot de notre part de faire en sorte que cette menace puisse s'avérer, que la guerre puisse commencer et que nous ne soyons pas prêts à nous défendre de la manière la plus absolue possible. Une union entre nos forces de défense et de sécurité et les citoyens pour défendre la patrie. Merci. De quelque manière que ce soit, en tout cas par tout moyen. Merci beaucoup. Nassir Bodo, surprise, on court le risque de se faire surprendre si, en pensant que cette guerre est derrière nous? Non, je vais m'inscrire dans le même cadre de raisonnement que l'aîné. En fait, il n'y a pas de risque à prendre. Il n'y a pas de risque à prendre. Je pense que les gens, ils ont démontré leurs intentions. C'est à nous maintenant d'y ajuster notre attitude. Et la vigilance, elle doit être maximale et à tous les niveaux. Parce que l'aîné l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas, comme l'a dit un des anciens ministres qui est en cabale actuellement, il ne s'agit pas d'une intervention contre quelques militaires. Non, ce serait une agression forcément contre un État, parce que qu'on les veuille ou non, des faits, il y a des nouvelles autorités. Et les agresser, c'est pour s'en prendre au pays. Et il faut que les gens arrêtent de se leurrer en pensant qu'on peut dissocier l'État à l'armée. C'est vraiment une fausse posture. Et les gens doivent savoir que l'épine dorsale d'un État, c'est d'abord son armée. Et en cela, je trouve que les civils
nous devons beaucoup faire preuve de moins d'arrogance par rapport aux civils, pensant que nous sommes les seuls légitimes à pouvoir diriger. Certes, nous le sommes dans le cadre du choix d'être une démocratie. Mais tant que vous-même, vous supprimez cette démocratie, eh bien vous rendez tout le monde légitime. Et vous créez une situation de jungle où le plus fort. Et il se trouve que c'est l'armée qui a les moyens de pouvoir s'imposer. Donc vraiment le risque est là. Et je pense que c'est l'occasion pour les nouvelles autorités d'aller dans le même sens que l'aîné en faisant appel pour qu'on fasse davantage nation et faire face à la situation, à la nouvelle donne. Parce que comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une question de guerre contre quelques militaires. Parce que s'en prendre à nos militaires qui déjà nous protègent, c'est s'en prendre à nous tous. Donc les gens doivent être sur leur garde. Et en ce sens, je salue déjà qui ont fait la veille patriotique. Justement, M. Bernard, on voit les États-Unis qui abandonnent l'option militaire, la Russie qui met en garde contre une intervention. Est-ce que vraiment les Nigériens ne doivent pas dormir sur leur laurier tranquillement maintenant? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, comme l'ont dit mes prédécesseurs, vous savez que l'agression ou la menace d'agression dont notre pays a fait l'objet et fait encore l'objet, c'est comme l'a rappelé le grand frère Amadou, il y a derrière cette menace des puissances extra-communautaires. Et aujourd'hui, vous savez que depuis quelques jours après le coup d'État, le CNSP a dénoncé les accords militaires qui lient notre pays avec une de ces puissances. La France notamment. La France notamment. Et cette dénonciation doit s'accompagner du retrait des forces militaires de cette puissance qui sont stationnées chez nous. Donc, rien qu'à cause de l'échéance d'un mois et de 3 mois pour mettre fin à ces accords, rien que cette période doit nous pousser à la vigilance. Parce que comme vous avez entendu dans beaucoup d'analyses au niveau de ce pays-là, ils ne sont pas prêts à quitter notre pays. Donc, même si la menace de la CEDEAO s'éloigne, parce qu'il y a des pays de la CEDEAO qui commencent à s'y opposer, la France, elle, constitue encore et constituera une menace. Et cela doit nous pousser à plus de vigilance, plus de mobilisation. Parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, ce n'est pas une attaque en réalité pour rétablir une démocratie qui n'a jamais été d'ailleurs un exemple dans l'Afrique ou dans le monde. Ce n'est pas non plus pour défendre une population contre des putschistes militaires. Nous savons tous que c'est pour continuer à faire même pas sur nos ressources, à occuper de manière stratégique notre pays pour les intérêts de la France. Donc cette France constituera jusqu'au départ, à mon avis, de ces troupes de notre sol, constituera une menace. Et c'est le lieu pour moi de réitérer l'appel du CNSP et des autorités militaires pour que les Nigériens évitent toute situation qui pourrait permettre à ces puissances-là de nous agresser en dehors de toute intervention communautaire. Parce qu'aujourd'hui, toute attaque contre une ambassade, contre des citoyens, des ressortissants de ces pays, peuvent servir de prétexte à cette puissance pour venir nous agresser, et nous savons ce qui pourra suivre en découler, assurément. Alors, M. Ali Abdoulaye, que peut-on craindre de la présence militaire française dans ce moment crucial, surtout pendant que le CNSP rappelle que l'échéance de la dénonciation des accords court toujours? Ce qu'il faut craindre, c'est ce qui fait notre force au niveau donc de la cohésion, comme les prédécesseurs l'ont dit. Ce coup d'État a suivi un autre coup d'État, parce que l'élection du pouvoir déchu était un coup d'État qui faisait plus mal aux Nigériens que le coup d'État actuel. Donc ce coup d'État est venu fédérer tout un peuple frustré, martyrisé, et qui voit une lueur d'espoir. Donc tous les autres paramètres sont mis en stand-by par les Nigériens pour s'accrocher à cette liberté-là, à ce souffle nouveau, et en attendant de voir clair. Une fois que cette composante qui nous a dirigés pendant une douzaine d'années de façon cruelle est dégagée, le Nigérien se sent d'abord dans une aise
qui lui permettra en tout cas de s'unir, de trouver cette cohésion ensemble et de s'accrocher à ce gain. Et ce gain-là est un atout, c'est l'arme fatale contre les ennemis. Donc nous pensons que avec la situation actuelle, la France ou tout autre pays craint beaucoup plus le peuple que les militaires. Les militaires doivent être le porte-parole de cette communauté-là, de ce peuple-là, qui a soif de liberté, qui l'attrape et qui peut ne pas laisser les militaires même divaguer. Donc ce qui est déjà un atout qui fera peur à n'importe quelle armée externe. Donc nous pensons que nous sommes partis d'un bon pied et ce qui reste maintenant, c'est ce que vous faites, c'est la communication. Tant que la communication continue à galvaniser les gens sur ces paramètres-là, comme la souveraineté auquel s'est accroché dès le début les militaires, qui ne peuvent plus reculer, parce que faire front au problème le plus crucial qui est la présence française et qui était une garantie pour ce pouvoir tortionnaire, eh bien, je pense que le Niger a déjà marqué le point le plus important. Merci. Merci beaucoup. Nous allons revenir avec vous. Monsieur Amamadou, sanctions, menaces militaires, nos comptes sont bloqués, les marchandises n'entrent pas. Est-ce qu'on va pouvoir tenir longtemps dans cette situation? Si oui, avec quels moyens? D'abord, il faut comprendre. Nous sommes des humains. Il y a une seule espèce parmi les créatures de Dieu qui peut créer elle-même ex nihilo, ça s'appelle l'homme. Je ne connais pas de situation dans lesquelles les hommes ne trouvent pas de solution. Il n'y a pas de situation qui soit définitivement irréversible, en bien ou en mal, dans une société humaine. Chez les militaires, on entend souvent grenade de désencerclement. Nous sommes encerclés. Le moyen de nous en sortir, c'est une grenade de désencerclement. Comment nous pourrions faire? Il y a plusieurs méthodes. Nous ne sommes pas les seuls à vivre dans ce type de situation. Le premier pays que je connaisse qui est vécu et survécu à un embargo, ça s'appelle Cuba, depuis 1959. Libyen, 1959. Après Cuba, l'Iran vit des sanctions semblables depuis 1995. Plus proche, la Russie depuis 2014. Et ça s'est amplifié, toutes sortes de sanctions à partir de la guerre entre l'Ukraine et la Russie en février 2022. Eh ben, il y a le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont vécu, plus proche de nous, des sanctions similaires. Mais avant, d'ailleurs, le Mali, nous avons eu des sanctions de ce ordre en 2011, 2010 et 2011 en République de Côte d'Ivoire. Ce sont des sujets qui ne sont pas nouveaux. Maintenant, la Libye aussi, il a été à un moment donné sous Kadhafi. Tout à fait, tout à fait. Je parlais des sanctions dans notre environnement communautaire parce que les sanctions aujourd'hui sont moins des sanctions internationales sur la question des transactions internationales. Ce qui est sanctionné au niveau international, et là aussi c'est peu de pays, il faut le comprendre, les États-Unis ne sont pas un pays qui sanctionne, le FMI n'a pas pris de sanctions vis-à-vis du Niger, mais nous avons des pays comme l'Union européenne, et dans l'Union européenne, ce n'est pas tous les pays, vous avez l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, qui ont suspendu leur aide budgétaire, et souvent même une autre forme d'aide, comme l'aide à la sécurité pour le cas du Niger. Okay? Donc ça, c'est connu, mais sur le plan international, nous n'avons pas de problème de transaction, à part le fait que les transactions passent souvent par le biais de la Banque centrale, non pas par la France, la Banque centrale d'abord, le siège de la Banque centrale qui est à Dakar. Nous pouvons avoir des difficultés à ce niveau, mais nous sommes dans un monde moderne. Il y a plusieurs possibilités et puis on n'a pas besoin de réinventer la roue. Des pays qui nous sont semblables ont pu passer ce cap en prenant des mesures. Des pays qui sont encore plus... Quel type de mesures, par exemple, concrètement Concrètement, voilà, je vais vous prendre
nous savons déjà que, quelles que soient les sanctions que les gens prennent, en matière d'approvisionnement, on aura l'approvisionnement. Aucun des pays qui nous sanctionne ne peut mettre un douanier à chaque mètre de sa frontière. Nous sommes une économie déjà informalisée avant les sanctions. 60%, en tout cas 40 à 60%, ça dépend des estimations. De notre économie, c'est une économie informelle. Qui dit informelle dit quelqu'un qui ne passe pas par un bureau de douane, qui ne passe pas par un bureau statistique. Donc nous avons déjà cette partie-là qui ne peut pas être impactée par les mesures de blocus des importations. C'est déjà quelque chose que nous savons faire et nos opérateurs économiques ont ce talent et ce génie pour nous permettre de passer ce cap-là, puisqu'il n'est pas indéfini. Au-delà de ça, nous savons par exemple, si nous prenons l'exemple de la Russie et de l'Iran, que ce sont des pays qui ont pu vaincre le blocus financier par le biais d'accords avec des pays autres que les pays occidentaux. Par exemple, les monarchies du Golfe, par exemple, les pays arabes, par exemple, d'autres pays qui ne soutiennent pas dans notre région. Tous ces pays ont leur monnaie, ce qui n'est pas notre cas. Oui, justement. Dans notre environnement, c'est parce que je n'ai pas fini. La question reviendra à la souveraineté monétaire, parce que quand vous n'avez pas de... Voilà. Mais, je vais le dire en 2 mots. Vous savez que pour ce qui concerne la souveraineté monétaire, ce n'est pas que nous n'ayons pas d'expertise en la matière. 2 pays parmi les 4 de la CEDEAO qui sont sous sanction et donc qui nous soutiennent ont l'expertise de la gestion d'une monnaie à titre national. C'est la Guinée, c'est le Mali. Le Mali jusqu'en 1994 et la Guinée jusqu'ici. Au sein de ce groupe, nous avons 2 pays qui ont l'expertise de la gestion d'une monnaie commune. C'est le Burkina Faso et le Niger. Si ces expertises-là sont mutualisées, combinées, je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui nous empêche, dans un futur moyen, long terme, de pouvoir gérer une monnaie qui soit une monnaie de souveraineté. Ça, c'est quelque chose. On en reparlera. Mais je peux continuer déjà pour vous dire, pour la question financière. La question financière, vous savez qu'aujourd'hui, que la monnaie électronique, elle existe. Que le commerce électronique, il existe. Et qu'il ne peut pas subir de frontières, puisqu'il s'agit de quelque chose d'électronique. Quelque chose d'électronique, ça passe, on le sait bien, par des moyens qui ne sont pas aujourd'hui définitivement, on va dire, régulable. Non, c'est régulé, oui, mais contrôlable. Voilà. Il y a bien des règles qui gouvernent la monnaie électronique et le commerce électronique, mais ça permet, c'est pas des choses étanches, et c'est des choses que nous pouvons utiliser pour pouvoir nous désencercler. Voilà. Donc c'est déjà des choses, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons nous permettre de faire. Et puis je me dis, pour l'approvisionnement, y compris dans l'économie formelle, il ne vous a pas échappé que le port d'Alger, il est à 3200 km de Niamey. Le port de Douala à peu près à 2000 km, celui de Conakry à peu près à 2000 km. Eh bien, ce sont des moyens de nous désencercler. La seule chose, c'est la durée de transport et le coût de transport. Mais ce n'est pas que nous sommes complètement fermés dans un asile psychiatrique. Ce n'est pas comme ça. Merci, c'est assez clair. Monsieur Ladirou, comment tenir? Bon, moi, je pense déjà que par rapport à la question financière, notamment de la Banque centrale, il faut déjà songer à attaquer la décision. Parce que c'est une décision totalement illégale, parce que aucune des dispositions qui mettaient en place cette communauté économique ne permettait, en tout cas, de faire des questions monétaires une question d'asphyxie politique. C'est-à-dire, parce que quelque part, un régime est tombé, il faut qu'on utilise le moyen de la monnaie pour pouvoir asphyxier d'autres autorités qui se mettent en place. Déjà, c'est illégal. Je crois que le Mali nous en avait donné l'exemple. Le Mali avait attaqué à l'époque la décision et il a eu gain de cause. Je crois que mais malgré une décision de la Cour, les sanctions n'avaient pas été levées. Mais c'est déjà un travail à faire pour révéler au grand monde les incohérences de notre communauté.
économique. Parce que on ne peut pas, en tout cas, faire des questions. Et notre communauté, si vous voulez, est devenue, comme on dit dans les jargons, un syndicat de chefs d'État. En fait, les gens confondent les États aux individus. Les individus passent comme on dit. Les États restent. Donc, moi, je trouve que déjà, par rapport à cette question, il faut attaquer la justice pour alourdir déjà le cahier des incohérences de notre sous-région, bon, de nos instances sous-régionales. Maintenant, par rapport aux questions de désencerclement, déjà, l'ENI en a parlé, c'est leur domaine. Les questions financières et autres, c'est leur domaine. Mais je pense que, globalement, nous, ce que nous pouvons dire, parce que, comme ils l'ont dit, l'occasion nous est aujourd'hui donnée de retrouver notre fierté. Moi, je pense qu'il ne sert à rien de pleurnicher. Comme il l'a dit, nous sommes des humains et donc capables de nous réinventer, de créer dans notre situation des moyens de survie. Parce que si d'autres pays ont pu survivre, ce n'est pas à nous de mourir quand même. Et moi, je suis sûr d'une chose, c'est des conséquences passagères. Ça va leur passer très vite d'ailleurs, parce que, et même aujourd'hui, Dieu merci, les incohérences là sont en train de rattraper et notre communauté économique, mais aussi les commanditaires, parce que nous savons pertinemment que c'est une instrumentalisation qui est là, qui est mise en œuvre contre tout pays ou tout État qui voudra prendre son envol, qui voudra prendre sa dignité en main. Et donc, nous, en tout cas, en tant qu'acteurs politiques, parce que c'est des questions financières, on ne peut pas s'y hasarder, mais tout ce qu'on peut dire, il faut que les gens attachent leur ceinture. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut l'assumer avec courage et dignité. Oui, c'est ça. Justement, on dit que ventre qui a faim n'a pas de raison. Est-ce que les gens pourront supporter les Nigériens qui sont déjà assez pauvres, très pauvres, extrêmement pauvres, je dirais? Est-ce qu'ils pourraient supporter à long terme ou à moyen terme, en tout cas, la flambée des prix de produits de première nécessité? Parce que c'est ce qui se constate. Aujourd'hui, la Nigélec est en train de faire de son mieux pour assurer la fourniture électrique. Et vous avez remarqué que les populations ne se plaignent pas. Oui, mais on sait aussi que ça a des coûts. Parce que pour faire tourner les turbines, ça va demander beaucoup d'argent. Est-ce que les Nigériens, demain, si on leur dit qu'on va augmenter dans le kilowattheure, qui a déjà été fait en 2018, est-ce que les gens pourront tenir? C'est ça la question. C'est une question de consentement. C'est une question de consentement. Et moi, je vais vous rappeler ça, la pauvreté ne tue personne. C'est juste dans les conditions de vie que ça diminue un peu la qualité. Et les Nigériens ne sont même pas habitués à des meilleures conditions de vie. Je ne vois pas la catastrophe. Nous sommes des salariés. Jusque-là, peut-être, on n'a même pas eu de salaire pour certains d'entre nous. Mais on s'y porte. Parce que, quelque part, il ne sert à rien aussi de se retrouver, même s'il n'y avait pas les sanctions déjà. Les Nigériens vivaient comment? Ils étaient sanctionnés. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Maintenant, moi, je pense que en tant qu'acteur public, c'est à nous de sensibiliser la population. On sait que c'est dur, mais écoutez, la dignité a un prix, la liberté a un prix. Il faut que les gens le sachent. Et aujourd'hui, à côté de nous, il y a des pays dans lesquels, certainement qu'un bon matin, les gens vont se réveiller avec des pays totalement perdus parce que les gens, ils ont endetté leur pays, on leur construit des choses pendant qu'on vidait leur dignité. Parce que c'est une question de dignité. Moi, je l'ai dit, je le rappelle aujourd'hui, le Mali qui a survécu à ça, qui est en train de survivre à ça. Le Mali a les mêmes conditions de vie que nous. Mais les Maliens existent. Bien que certains ont pensé que ça allait exploser, les gens allaient disparaître, les gens vont continuer à vivre, les gens vont se serrer les coudes, les gens vont travailler. Parce que c'est l'occasion aussi de se remettre en cause. On ne peut pas continuer à dire que non, parce que nous dépendons d'un tel, nous devons continuer à subir ces injonctions et ces caprices. Non. C'est une opportunité que nous ont donnée. Moi, je pense que les nouvelles autorités, elles doivent s'inscrire dans cette logique en aidant tous les acteurs publics qui sont dans la sensibilisation et la mobilisation citoyenne pour comprendre les enjeux d'abord. Parce que c'est comme une question entre l'argent et la dignité. Même l'argent est censé servir la dignité. Donc si pour l'argent tu dois perdre ta dignité, je me demande quoi. Ça ne sert finalement à rien. Monsieur Bana, vous êtes en contact direct avec la population, notamment les jeunes, la jeunesse. Qu'est-ce que vous voyez dans le regard de ces jeunes? Est-ce qu'ils sont vraiment déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime pour défendre la patrie telle qu'ils le disent? Oui, je pense que c'est hyper important tout à l'heure ce qu'a dit le jeune frère Nassirou Bodo. On a été habitué à des délestages dans ce pays. Les gens se sont toujours plaints de ces délestages. Mais depuis la prise des sanctions à l'encontre de notre pays, il y a une sorte de résilience. Et les gens, même avant que la Nigélec n'améliore
la qualité du délestage, les Nigériens supportent autant que faire se peut cet état de fait. Je voulais peut-être moi revenir sur un peu un aspect peut-être qui a été un peu omis, c'est que avant le coup d'État, notre économie était déjà sous perfusion. Comment? Parce que on rappelle que presque 6 mois avant le coup d'État, ou plus même, ce sont les partenaires qui aidaient à payer le salaire. 730 millions de dollars de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. Sur les Donc, 6 premiers absolument, mois de l'année. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour un économiste, pour un financier. Nous avons la chance que la communauté des États qui sont sous sanctions s'agrandit avec le Niger, le Burkina, le Mali et nous. Et les autres sont dans une interdépendance économique. La sanction pèse sur les Nigériens, mais elle pèse également sur l'État qui sanctionne le Nigeria. Ouais, on l'a vu avec le Bénin. Avec le Bénin aujourd'hui, où 60% des activités, des recettes du Bénin sont tirées des activités aéroportuaires. 80-90% des activités aéroportuaires sont destinées au Niger. Donc aujourd'hui, j'ai vu au niveau de la réunion de la CEDEAO, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires français qui étaient là pour dire, bon écoutez, nous allons vous aider à supporter le coût de ces sanctions, mais jusqu'à quand? Donc il faut peut-être se dire aussi, il y a un aspect qui est très important, je pense qu'il faut voir, c'est l'aspect, moi je voudrais bien que le grand frère revienne dessus, c'est que le pays a été surendetté par le régime. On est passé de l'ordre de moins de 10% de taux d'endettement. On avait en 2011 15,1% d'endettement. Okay. À la fin de l'année passée, on était à 58%. Bon, ça, ce sont les chiffres officiels. Sans les dettes cachées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet endettement-là, qui a été fait parfois, la plupart du temps, pour financer des éléphants blancs, pour permettre l'enrichissement de l'élite qui nous gouvernait. Aujourd'hui, il faut revenir juste à l'orthodoxie financière, à une meilleure gestion de nos ressources. À mon avis, on peut dégager déjà beaucoup d'économies qui viendront atténuer les effets pervers de ces sanctions et nous aider à les supporter. De toutes les façons, selon ce que les autorités militaires rapportent, on est encore loin d'une situation où il y aurait une pénurie des matières de première nécessité. Aujourd'hui, on doit être à une quinzaine de jours de stock de réserve. Et il y a déjà des actions qui sont en train d'être faites au niveau du Burkina pour rendre plus fluide l'approvisionnement à travers le port de Lomé, qui ne peut pas être fermé à l'économie burkinabé parce que le Burkina n'est pas sous sanction. Donc, je pense qu'il y a des raisons d'espérer et il suffit juste d'attacher un peu la ceinture et d'expliquer à nos compatriotes que la souveraineté et la dignité ont un prix et qu'il faut être prêt à assumer. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très informé. Les Nigériens disent également qu'il suffirait de récupérer une partie de l'argent volé à l'État pour atténuer le manque de liquidité. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a beaucoup de choses à récupérer et surtout si le CNSP est disposé à aller dans ce sens? Je crois qu'il y a deux actions qui sont importantes à mener. Une mobilisation, une lutte acharnée contre la délinquance financière, mais de l'autre côté, je pense qu'il faut aussi passer en revue certains engagements de notre pays, qui ne sont pas des engagements sains. Il faut les revoir. Par exemple, il y a des marchés surfacturés qui sont signés mais qui n'ont pas commencé à être exécutés. Il faut les résilier très vite pour éviter à notre pays de se retrouver dans une situation où on sera en défaut de paiement. Aujourd'hui, on avait dit qu'il faut peut-être décréter un moratoire sur le paiement de la dette pendant quelques mois. Parce que le problème que tout à l'heure le grand frère Amamadou a soulevé, c'est qu'il y a des dettes dont personne n'est au courant. Des dettes cachées. Des dettes cachées. On a vu à l'international, il y avait eu des papiers sur la dette cachée vis-à-vis de la Chine. D'autres pays, même en Allemagne. On a une idée de l'enveloppe? Oui, énorme, c'est énorme. Pour la Chine, pour l'Afrique, on parle de 40 milliards de dollars. De dollars, oui, de dettes cachées. Donc, de certains, une dizaine de pays africains. Pour certains, pour le Niger, il y a des dettes cachées vis-à-vis des pays du Golfe, vis-à-vis de l'Allemagne, parce qu'il y a des banques secondaires auprès desquelles notre pays s'est engagé. Les dettes-là ne sont pas connues, y compris du service de la dette du ministère des Finances. Donc je pense que pour avoir même une idée de ce que nous devons,
on doit décréter un moratoire et demander à tous les créanciers de se manifester. Vous n'avez pas répondu à ma question, au deuxième niveau de ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, les Nigériens, selon vos informations, doivent être rassurés que le CNSP va demander des comptes et récupérer l'argent public volé? Dès les premiers jours, les échanges avec la société civile, le président du CNSP a pris l'engagement. Il dit qu'il n'est pas là pour protéger qui que ce soit. Il dit, et tout celui qui a posé un acte, il lui sera demandé des comptes. Nous continuons à le croire, à l'accompagner, à lui apporter le soutien nécessaire. C'est de ça, puisque c'est aujourd'hui, vous savez, un peuple libéré, il est difficile de le contenir. Aujourd'hui, le CNSP a pris des engagements. Le peuple sera là en tant que veille, non seulement pour veiller pour la sécurité du pays, mais également pour veiller que le CNSP respecte dans la trajectoire, qu'il a amené au pouvoir, qu'elle reste dans cette trajectoire. Moi, je continue à croire qu'il y aura des actions ardues qui vont être menées parce qu'on sait aujourd'hui, quand on a un pays qui a un encours de dette de 8 000 milliards de francs CFA, au regard des investissements qu'on voit ici, c'est qu'il y a d'autres qui ont détourné une bonne partie. Comme aujourd'hui, la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement terroriste fait que les gens n'amènent pas l'argent dans les banques, il serait très facile de récupérer une bonne partie de ces fonds qui ont été détournés. On annonce, en tout cas la rumeur annonce des sommes faramineuses qui auraient été récupérées chez des personnalités. Qu'en savez-vous? Non, ça reste encore au niveau de rumeurs. Pour le moment, on suit le gouvernement. On n'a pas vu la mise en place d'un dispositif pour récupérer, donc on leur fait confiance et on les accompagne, on les soutient dans ce sens. D'accord. Monsieur Ali Abdoulaye, selon vous, comment on va faire? Comment on va faire? On va compter sur nous-mêmes. Donc les mots ont été déjà avancés ici. Il y a le sacrifice individuel que chacun doit consentir, puisque il y a un fait accompli. Tout le monde comprend ce qui se passe. Il y a un temps à donner donc aux nouvelles autorités, et donc ce sont des paramètres que le citoyen nigérien est capable de cerner, et très content de la ligne prise par ces autorités-là. Cela donne du tonus à chacun pour pouvoir s'attendre à des difficultés et les accepter et les supporter. L'autre dimension, c'est de toutes les façons ce avec quoi le Niger vit jusqu'à aujourd'hui avec ce régime de Gabéji, il n'y a que peu qui arrivaient chez nous. Donc le peu là est encore mobilisable. Donc qu'on récupère de l'argent ou qu'on ne récupère pas, puisque eux, ils en prenaient une grande masse et qu'ils ne laissaient que quelques gouttes tomber, eh bien, on peut encore continuer à avoir ces gouttes-là et pouvoir survivre avec l'essentiel que on mette de la bonne foi et que leurs dépenses avec lesquelles ils ont nargué les gens va être aussi mis de côté et s'articuler autour donc de l'essentiel attendu par le peuple. Et je pense que la Nigélec nous donne la bonne leçon du fait que les coupures, malgré que les gens les acceptent, ont été améliorées dans le sens de la fourniture. Donc ce sont des dimensions qui montrent que nous avons des potentialités pour tenir jusqu'à un temps, et ce temps-là, en ajoutant donc le plaidoyer et l'offensive auprès des amis et des ouvertures dont dispose le pays, nous pouvons quand même résister jusqu'à arriver à un niveau où nous pouvons lever des fonds par nous-mêmes. On a des richesses et on veut gérer ces richesses-là par nous-mêmes. Donc prenons le sacrifice, travaillons avec le peu, puisque de toutes les façons on ne travaille qu'avec le peu, et développons les stratégies qui rassurent. Et quand les autorités donnent des gages comme ce que Bana vient d'évoquer, ça donne de l'envie de les aider, et quand on les aide, nous allons pouvoir effectivement résister. La résilience, ça fait partie des attributs dont Allah a doté l'être humain. Et donc nous allons les utiliser pour résister. Et même si tu ne veux pas qu'on en parle, nous autres, ça fait 8 ans qu'on est martyrisés
et qu'on ne nous laisse même pas bouger. Mais vous voyez qu'on est encore là. Et comme le diraient d'autres personnes, on n'a pas maigri et on n'a pas fui le pays comme d'autres. Voilà, donc le Niger pourra. Merci beaucoup. Puisque vous avez le micro, je vais profiter. On voit un regain de terrorisme, d'attaques terroristes, c'est vrai. Les Nigériens ne s'en inquiètent pas beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu, puisque le CNSP est plutôt concentré pour se maintenir et protéger le pays des agresseurs étatiques, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre une certaine aggravation de la situation sécuritaire? Moi, je crois que la situation sécuritaire ne va pas s'aggraver plus que ça l'était donc auparavant pour deux facteurs simples. Nous ne sommes pas au fin de l'ensemble des informations, mais quand on regarde ce qui se passe au Burkina et que les gens se réfugient au Niger, ce qui se passe au Mali et que les gens se réfugient au Niger comme si on les accueillait, si le Niger ne les accueille plus à Terra, moi je suis de là-bas, dans les villages, on ramasse dans la brousse des Kalachnikov jetés, des gens. C'est vrai cette information qu'on a vu circuler dans les réseaux sociaux. C'est très vrai. Il y a des villages dans lesquels on a trouvé entre Terra et Tlim au moins 5 Kalachnikov jetés. Dès qu'ils ont entendu que le coup d'État a marché, beaucoup ont fui. Et donc ceux qui vont venir, qui font les attaques ciblées actuelles, ce sont ces gens-là qui sont préparés pour que la psychose revienne au niveau de la communauté. Mais la communauté elle-même sait que vraiment la sécurité, en tout cas dans la zone des 3 frontières, va connaître une baisse sensible parce que ceux qui étaient tentés vont comprendre qu'il n'y a plus de gîtes pour aller se cacher. Donc au-delà même du fait que l'armée nigérienne va se préparer et je pense qu'une conjugaison des efforts des 3 pays arrivera à mettre fin à ça très rapidement. Monsieur Bana, au vu des déclarations du CNSP sur le rôle trouble que joue la France dans cette insécurité, est-ce qu'on peut améliorer la situation sécuritaire avant le départ des troupes françaises? Mais écoutez, aujourd'hui, c'est quoi la situation? C'est que depuis la dénonciation des accords qui nous lient, les 3 accords emblématiques qui nous lient avec la France, les troupes françaises sont cantonnées au niveau de leur base. Elles ne sortent pas de leur base. L'armée nigérienne quadrille parfaitement ces endroits. Quadrille, vous dites? Quadrille ces endroits et ils n'ont accès à aucune sortie. Et comme l'a dit le grand frère, aujourd'hui, depuis qu'il y a eu le coup d'État, depuis le 26, il y a eu 2 ou 3 attaques. Mais même rien qu'une analyse de ces attaques vous démontre que, parce que la dernière attaque, c'était une attaque embuscade, Sanam, et il y a eu 5 véhicules qui sont tombés dans une embuscade. Les 2 ont pu survivre. Avec l'équipage des 2 autres, c'est un seul véhicule qui a été endommagé, où les occupants ont perdu la vie. Avant l'arrivée du CNSP, c'est l'ensemble des 5 véhicules qui seront massacrés. Aujourd'hui, il est évident, oui, ça aussi il faut le dire, on a été préparé à ces attaques par le CNSP, puisque parmi les raisons qui ont amené le général Tchani et ses hommes à prendre l'initiative du coup d'État, il y a le plan diabolique qui avait été mis en place pour justifier le fait que le Niger accueille davantage de troupes de la France. Il fallait créer une situation de chien-lit avec des terroristes, chefs terroristes libérés par la France elle-même et qui devraient normalement perpétrer des attaques toutes azimuts. Aujourd'hui, puisque leur logistique et ceux qui les aident à avoir des informations, eux-mêmes sont cantonnés dans leur base, je pense que plus le temps va passer, il y aura moins d'attaques. Je rappelle qu'entre 2011 et 2021, il y a eu 5000 morts civils et militaires liés aux attaques terroristes. C'est un chiffre qui a été donné par une ONG, une ONG internationale qui fait le décompte. Donc, dans un pays où en moins de 10 ans, on a vécu des centaines, voire milliers d'incidents, où il y a eu 5000 Nigériens, je pense qu'on ne peut pas ne pas déplorer les morts, mais moi j'ai la conviction
que plus le temps passe, surtout après le départ des forces françaises, Justement, la collaboration entre nos trois... Pensez-vous vraiment qu'ils vont partir, puisqu'ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas le CNSP comme autorité et qu'ils ont signé avec un président démocratiquement élu. Il faut qu'on respecte notre intelligence. Le Premier ministre malien l'a rappelé dans une de ses récentes prises. Ce n'est pas un accord entre Macron et Bazoum ou entre Macron et Issoufou. C'est un accord entre l'État français et l'État du Niger. Une des autorités de fait qui ont permis, je rappelle que le premier des accords qui a été dénoncé a été passé sous Seyni Kouché, qui n'était pas élu démocratiquement. Pourquoi ils n'avaient pas accepté? Ils auraient pu dire non, nous ne venons pas parce que l'autorité n'est pas une autorité légale ou légitime. Non, c'est le peuple nigérien qui se sent représenté à travers ces autorités militaires de transition. Le peuple a décidé et soutient. Vous avez vu les rassemblements devant l'escadrille. Oui. Elles vont continuer, Inch'Allah, jusqu'à leur départ. Et ce ne sont pas nos militaires qui les feront partir, c'est le peuple nigérien qui en a marre de leur présence. Ils vont partir. Je t'en fais la promesse. À la fin de l'ultimatum. Ils iront à la fin de l'ultimatum parce que c'est pas leur pays. C'est pas le champ du père de Macron, le Niger quand même. Merci. Avant de parler du gouvernement, on va un peu parler de l'insécurité. Oui. Voilà, avec les dernières attaques, tous ces défis que le gouvernement, les nouvelles autorités doivent affronter. Qu'en pensez-vous? Le défi sécuritaire, pour moi, il est à deux niveaux. Mais je vais parler d'abord de la reconnaissance dont vous parlez. Moi, je pense qu'il s'agit davantage d'un de gens qui sont probablement dans leur dernier cycle de violence parce qu'ils se savent en danger davantage qu'ils l'étaient avant, parce qu'avant, ils avaient probablement une protection qui leur permettait de faire un certain nombre de choses et ils se sentent nus aujourd'hui et donc ils sont probablement en train de faire un barreau d'honneur à l'heure actuelle. Maintenant, pour en venir au défi sécuritaire, c'est de deux ordres. Il est d'abord militaire, mais il est aussi sur les ressources affectées à nos forces de défense et de sécurité. Pour ce qui est du militaire, le militaire, c'est d'abord l'entraînement. Les enjeux sont connus, ils savent faire, il suffit simplement qu'ils aient un bon entraînement, que la formation soit adéquate, que ce soit une formation adaptée au style de menace, parce que les menaces sont multiformes. Chaque fois que vous avez un ennemi, il a une ingénierie, il a un logiciel, il faut être en avance par rapport à lui. En termes de temps, donc de réflexion, en termes de moyens que vous mettez pour pouvoir le combattre, et en termes d'imagination pour le devenir. Parce que nous savons tous que l'insécurité au Niger, elle est née pas de fait militaire, mais elle est née de fait d'une mauvaise gestion, de gens qui étaient exclus des centres de décision et de la satisfaction des besoins, des gens qui étaient, on va dire, des sans-dents, voilà, à qui il manquait tout, pendant qu'à côté, ils voyaient des gens qui, eux, étaient dans l'opulence, sans que cela ne soit justifié par des questions de mérite. C'est juste des questions partisanes, des questions de clan qui justifiaient la différence de revenus entre les uns et les autres. Et donc c'est ça qui a amené des frustrations, c'est ça qui a amené des gens qui étaient sans perspective à se dire le seul moyen pour m'en sortir, c'est d'être violent, parce que la violence permet au moins d'avoir une solution, d'arracher le bien d'autrui. Voilà. Donc ça c'est le côté militaire. Le côté ressources, comment on va faire? Vous avez parlé tout à l'heure du budget du Niger. Le budget pour 2023, on sait qu'il était de 3200 et quelques milliards. Mais ce que vous ignorez, c'est que dans ce budget-là, nous avons deux choses. 42% de recettes internes prévues, 58% de recettes extérieures prévues. Sur les 42% de recettes intérieures prévues, en réalité, c'est 10% de pression fiscale. 10% donc de produit intérieur brut du Niger. Sauf que quand vous prenez dans le détail, vous allez voir que pour 10% de pression fiscale, au Niger, les pots de vin et la surfacturation, c'est à peu près 9% du PIB.
9% du PIB, selon les statistiques qui circulent. Donc il ne reste qu'un pour ça. Non, c'est pas sur ça. C'est pour vous dire, c'est deux choses différentes. Vous avez 10% de pression fiscale, mais vous avez à côté 9% de bâtiche, de surfacturation. On aurait pu avoir 19% de pression fiscale. Je ne vous dis pas que ça se passe au niveau des impôts, mais je vous dis la qualité de la gestion. Ça n'a rien à voir avec les impôts, mais je vous donne juste des agrégats pour pouvoir mesurer de la qualité de la gestion. Et donc, cela même avec les factures certifiées et toute la modernisation qu'on a vue. Je ne vous parle pas de questions fiscales ici. Si vous avez bien compris, moi je vous parle de la qualité de la dépense publique. Voilà. Et donc vous voyez, quand vous prenez le budget, même en termes de prévision, le premier problème des Nigériens, quand vous les appelez, ils vous disent c'est l'insécurité. Mais l'insécurité, qu'est-ce que vous affectez à l'insécurité, à la justice? Eh bien, ça vous fait moins de 5% du PIB. Moins de 5% du PIB. Voilà. Il est vrai que ça fait 9% du budget, 9 à 10% du budget, mais ça fait moins de 5% de votre PIB, alors que c'est votre principal problème. Le second problème, c'est l'éducation, parce que quand on aura fini avec tout ce qui est conjoncturel, là, on ne pourra le faire que l'éviter sur la durée qu'en formant mieux les Nigériens. Et quand on les forme bien, il faut les former pour qu'ils aient un travail demain, ou qu'ils créent ce travail, ou qu'ils aient ce travail auprès de quelqu'un d'autre. Parce que si vous n'avez pas résolu cela, parce que c'est le seul progrès partagé qui vous permet donc de résoudre les problèmes sur la durée. Donc si vous ne faites pas ça là, eh bien, si des terroristes aujourd'hui, on arrive à les endiguer, demain on aura d'autres acteurs qui excluent du système, vont également entrer dans des situations de défiance et dans des situations de violence, au point où on doit encore chercher des solutions et peut-être résoudre un autre coup d'État si la gouvernance n'est pas vertueuse. Voilà. L'éducation, c'est 25%, si je ne me trompe. C'est pas vrai. Du budget. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. 13 C'est combien alors? Non, vous rigolez. Quand vous prenez le budget, en totalité, vous verrez que l'éducation, c'est à peu près 13% des finances. 13%. Voilà. La sécurité, moins de 5%. Voilà. Non, ça c'est du PIB. Non, du PIB. Oui. Mais 9 à 10% du budget. Voilà. Et l'éducation, 13%. Environ. Parlons un peu de la dette cachée, ça a été soulevé ici. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'un État civilisé, démocratique, avec toute une panoplie d'institutions, peut-il avoir des dettes cachées? Je vais vous poser une question. Vous m'excuserez, monsieur Yero. Vous avez une femme? J'en ai 2. Vous avez 2? Comment vous avez eu la deuxième? Est-ce que la première, elle le savait au départ? Non. Donc, quand vous voulez tricher, vous avez toujours les moyens de tricher. C'est ça la nature humaine. Nous sommes la seule espèce qui pêche. Les autres ne pêchent pas. Et bien donc, nous avons la possibilité de tricher. Si à l'individu nous pouvons tricher, rien n'empêche un État de tricher, parce que l'État n'est que représenté. Ce n'est pas les 25 ou 26 millions de Nigériens qui trichent, mais c'est quoi? C'est une dizaine de personnes. En fait, toutes ces familles qui ont posé des problèmes aux Nigériens depuis 12-13 ans, c'est peut-être 150 à 200 familles. Donc ceux qui ont la signature publique, c'est eux seuls qui savent l'utiliser où ils veulent, quand ils veulent, comment ils veulent. Et dans ce comment, il y a probablement autant de mésusages que d'irrégularité. Mais quelle est la valeur de cette dette obtenue à la suite d'une tricherie? Parce qu'une tricherie, c'est quand même illégal. Ça n'a aucune base légale, normalement. Vis-à-vis du co-contractant donc de l'autorité publique du Niger, nous sommes engagés. Voilà. Monsieur Yero est un employé de Labari. S'il va contracter avec la signature, le cachet de Labari avec un tiers, Labari est engagé, même si cette convention a été faite dans des formes frauduleuses. Voilà. Donc c'est comme ça. Nous sommes engagés. Maintenant, il revient au Niger, donc au peuple du Niger, de se retourner contre son faussaire. Voilà ce qui doit être. En lui demandant des comptes.
Pas que des comptes. Et quoi d'autre? Il faut rembourser. D'accord. Alors, M. Bodo, l'insécurité avec les attaques qui arrivent et tous ces défis, est-ce qu'on peut tenir? Non, on va tenir. On le paye, on le doit. On n'a pas d'autre choix. On ne va pas fuir notre pays. On va tenir, on est obligé de tenir. Maintenant, par rapport à l'insécurité, c'est qu'il faut effectivement craindre qu'il y ait un regain d'insécurité. Parce qu'effectivement, quand on prend le cas du Mali, c'est assez édifiant. Parce que les derniers jours, d'avant le départ des forces françaises, il y a eu des attaques simultanées à grande échelle, hein, des attaques même à Bamako, jusqu'à Kati, qui est le symbole quand même de l'État, voilà, de l'armée malienne. Donc chez nous, ça ne va pas faire exception. La France va tout faire, à défaut de pouvoir se maintenir, de créer le désordre en quittant. Ça, il ne faut pas accélérer. Et c'est même par rapport à ça que la veille doit continuer, parce qu'il y a un groupe de jeunes qui sont en train même de s'organiser pour voir si on peut créer, c'est à titre civil, hein, ça n'a rien de militaire, un groupe de volontaires pour défendre le Niger en cas d'agression et extérieure et interne aussi, puisque les terroristes sont sur notre territoire. Donc là, je crois qu'ils vont s'organiser, voir si peut-être ils peuvent se mettre à la disposition du CNSP, à lui d'en faire ce qu'il voudra en fonction de nos besoins. Parce que l'alerte, elle est là. Et la menace peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Parce que il y a un militaire qui m'a dit à la chute de Tanja, il regrettait en fait la chute de Tanja parce qu'ils auraient été utilisés, il était l'armée de l'air. Il m'a clairement dit que c'est après il a compris pourquoi Tanja ne voulait pas que les Français viennent s'installer. Parce qu'il avait une idée simple, il dit quelqu'un de plus fort que toi, tu ne l'introduis pas chez toi. Parce qu'après c'est le départ qui va être problématique. Aujourd'hui nous y sommes. Et comme Banel a dit, c'est chez nous. Mais, donc selon vous, ils ne vont pas partir, hein? Non, selon nous, ils vont partir, mais ça va nous compliquer les choses. Parce qu'effectivement, ils vont partir en laissant un désordre, en tentant de laisser un désordre. Et surtout, il y a aussi la guerre technologique. Les gens là, ils ont pris leur quartier, ça fait des années. Ils peuvent mettre des choses, installer des choses et quitter. Et continuer à... Parce que c'est la technologie, hein, il ne faut pas accélérer. Et c'est pourquoi je disais, bon, le gars qui m'a rapporté, je disais que tout sauf même l'aéroport. Parce que c'est des sites stratégiques. Vous ne pouvez pas amener des gens qui vont installer des choses pour vous espionner dont vous n'avez aucune maîtrise. Vous voyez, c'est quand même à qui on reproche de ne pas avoir fait des grandes études. Mais étant militaire, ancien militaire, il comprenait les enjeux déjà. Mais c'est avec nous bardés de diplômés, les intellectuels, qui ont finalement ouvert le pays à toutes les convoitises d'une géopolitique qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et finalement, on traîne. Vous voyez, que ce soit Issoufou, que ce soit Bazoum qui vient d'être déchu, si vous remarquez, ils sont tout le temps remorqués sur des positions qui n'arrangent même pas le pays. Du point de vue géopolitique, du point de vue souveraineté, ça n'arrange pas. D'accord. Puisque vous avez le micro, on va profiter. Le gouvernement a été mis en place avec 21 membres, un effectif que les Nigériens apprécient bien. Globalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce le gouvernement qu'il faut en ce moment, selon vous? Moi, même dans nos groupes WhatsApp, les gens veulent poser le débat sur un tel et sale, un tel. Non, moi je pense qu'on n'est pas à ce stade. Parce que c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. C'est vrai, certains sont connus pour telle ou telle chose, mais je pense que c'est l'orientation que le CNSP va donner, avec la pression populaire qu'il faut maintenir par rapport à la trajectoire, qui vont obliger les gens à travailler dans le sens de l'intérêt supérieur. Il n'y a pas d'incompétent en soi, hein, ou de tricheurs en soi, c'est parce qu'on te laisse faire que tu ne fais pas ton travail. Aujourd'hui, il y a Tchani qui est à la tête de l'État, mais c'est à lui de dire au gouvernement, voilà ce que nous avons promis, voilà les engagements que nous avons pris, voilà la situation, et j'ai besoin des résultats dans tel ou tel domaine par rapport à telle ou telle échéance. Et ça s'arrête là. Maintenant, si on tombe dans le débat déjà d'appréciation pour pouvoir émousser l'élan qui est déjà là, je pense qu'on ne va pas s'en sortir et on ne va pas aider à sortir de la situation. Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel, qu'on les accompagne du mieux qu'on peut, mais qu'on reste aussi vigilant par rapport à leurs actions, parce que ce n'est pas une carte blanche. Déjà, si nous avons condamné les coups d'État électoraux, même le coup d'État militaire, des principes, nous les condamnons, mais nous allons faire avec
selon que ça rentre dans le cadre des intérêts du pays. Ça s'arrête là. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que non, parce qu'on a été contre l'autre régime, on va donner une carte blanche. Non, on va attendre de plus de probité, d'une gestion rigoureuse de nos maigres ressources là, qui dans tous les cas, comme l'a dit l'aîné, ne nous venaient qu'à compte-gouttes. Maintenant, les compte-gouttes là, il faut capitaliser, rationaliser. Et moi, je vais dire une chose. Et il faut surtout que les gens sortent des a priori. Il faut mobiliser toutes les compétences. Le Niger en a. Il faut mobiliser. Aujourd'hui, on a la question fiscale. Ça peut aider. Lui, il est né, il est un ancien dans le domaine. Mais il faut que les gens les appellent. On n'a pas besoin de les nommer directeurs, mais il faut qu'ils soient consultés. Et dans tous les domaines, nous en avons. Dans les organisations internationales, nous en avons. Dans les grandes ONG internationales, nous avons des compétences qu'il faut faire appel à elles. En conclusion, vous pensez que le gouvernement actuel peut relever le défi? Il peut relever le défi. Parce que déjà, le Premier ministre, beaucoup lui reconnaissent une certaine compétence en matière économique et tout. Donc je crois que maintenant, ce qu'il faut souhaiter, d'abord, c'est qu'ils réussissent. Mais aussi les accompagner sans perdre de vue l'objectif. C'est clair, on a compris. La vigilance. Monsieur Mamadou, Premier ministre, ministre des Finances, dans ce contexte, comment expliquez-vous ce choix? D'abord, une chose est essentielle. Ce qu'on cherche ici, c'est l'efficacité. Autant la probité que l'efficacité dans la gestion publique. C'est ça qui est le plus essentiel, parce que nous savons tous qu'un homme sans contrôle est un voyou en puissance, quel qu'il soit. Voilà. Donc il faut faire en sorte que l'exemplarité vienne de là-haut. C'est un gage de facilitation pour le reste. Si l'exemplarité vient de là-haut, il est plus facile de l'imposer au bas. Mais si nous devons attendre que les citoyens soient corrects, mais ceux qui sont à la tête de l'État ne le sont pas, on va avoir des problèmes. Moi, j'ai confiance dans le fait que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, l'État du Niger est à un point de bascule. On ne peut pas retourner en arrière, le peuple ne l'acceptera pas. Les attentes sont si nombreuses que le gouvernement va avoir des difficultés. Mais je ne vais pas dire que le gouvernement n'a pas toutes les ressources qu'il faut pour satisfaire toutes ces attentes, mais il est peu probable, dans les conditions où nous sommes, si on ne fait pas un ordre de priorité, qu'on puisse les satisfaire en entier. Ça, c'est un risque, une menace qui va peser sur le gouvernement actuel. Il faudra qu'il y ait un ordre de priorité qui soit défini dès maintenant et que cet ordre de priorité soit partagé avec un certain nombre de corps organisés de l'État de la société. Donc les organisations de la société civile, les partis politiques ou d'autres, les syndicats sont déjà pour moi dans les organisations de la société civile. Ce que je demande, donc, il faut un Premier ministre qui est en même temps ministre des Finances, est-ce que ce n'est pas une charge de travail insupportable? Mais ce n'est pas le Premier ministre ou le ministre des Finances seul ou la même personne qui fait ce boulot. Il y a un cabinet qui est là pour l'aider. Il y a des ressources humaines qui sont là pour faire le job. Un ministre ou un Premier ministre, ce que les gens doivent savoir, son rôle, c'est de prendre des décisions, de prendre des bonnes décisions. On lui apporte des avis et il doit choisir dans ses avis celui qui porte le plus d'avantages comparé au coût de la décision. Parce que quelle que soit la décision que vous faites, quelle que soit la politique publique que vous menez, elle est critiquable. On peut la juger à l'aune du coût qu'elle engendre cette politique publique et du profit pour le citoyen. Le profit, c'est un service public qui va au citoyen le plus lointain possible. Voilà, donc c'est ça. Le fait qu'il y ait un Premier ministre qui soit ministre des Finances n'est pas en soi le problème. Le problème maintenant, ce sont les décisions qui vont être prises, la qualité des décisions, leur efficacité dans le temps et la satisfaction de l'opinion publique. Vous connaissez certainement un certain nombre de membres du gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est l'équipe qu'il nous faut en ce moment précis de la vie de notre nation? Je vous ai dit, tout tient du contrôle, de la menace que l'individu a, que derrière, il est contrôlé. Il y a des gens
qui le regardent. Il y a des lunettes qui l'observent. Voilà. Et que, en termes de responsabilité et de redevabilité, s'il ne satisfait pas le peuple, par le biais duquel il est arrivé au sommet de l'État, eh bien qu'il va être sanctionné. Merci, voilà. Ça c'est clair. Monsieur Bana Ibrahim, le gouvernement est mis en place de 21 membres, tout le monde a applaudi, on dénonce, comme l'a dit Nassirou Podo, certaines personnalités. Est-ce que ce gouvernement vous inspire confiance, vous en tant que citoyen? Bon, j'avoue, vous savez, la perfection n'est pas humaine. C'est impossible d'avoir un gouvernement non critiquable. Bon, le gouvernement a été nommé. Moi, je comprends déjà l'urgence dans laquelle le gouvernement a été composé, parce qu'on revenait quand même, on devrait sortir un gouvernement avant la tenue du sommet d'Abuja. Et je pense, comme l'a dit le grand frère, le Niger, je considère qu'on est à un point d'inflexion en matière mathématique, où on dit ça change le dérivé change de signe. Je pense que plus rien ne sera pareil qu'avant. Il y a eu par le passé des ministres compétents qui ont posé des actes que la société civile et les Nigériens avaient décriés, mais cela n'a pas été suivi d'effet. Ils ont continué à narguer. Je pense que quel que soit l'homme qu'on met à un poste, il n'est pas tout blanc, il n'est pas non plus tout sale. Donc, comme l'ont dit les prédécesseurs, il appartient de mettre en place des mécanismes institutionnels d'abord, pour que chacun ne puisse pas faire ce qu'il veut dans la sphère de ses compétences. Deuxièmement, je crois que, comme l'a dit le grand frère, le peuple a des attentes. Aujourd'hui, le général, ses attentes sont contenues dans la déclaration du général Tchami. Lutte contre l'impunité. Absolument, lutte contre l'insécurité. La souveraineté. La souveraineté, les secteurs sociaux de base. Ça doit être la boussole du gouvernement. Et je crois que, en tout cas, selon les informations dont je dispose, l'équipe du CNSP n'a pas non plus donné de carte blanche aux membres du gouvernement. Il les a assurés qu'ils seront régulièrement évalués et que celui qui ne correspond pas à cette trajectoire sera facilement éjectable. Nous leur faisons confiance, comme je l'ai dit. Nous allons les accompagner, non seulement en les défendant aux yeux de l'extérieur, mais en faisant en sorte qu'ils ne dévient pas non plus vis-à-vis de la trajectoire que le CNSP. Je pense que, pour moi, on peut faire avec, parce que l'essentiel, c'est d'abord la trajectoire. Une fois que le gouvernement reste dans la trajectoire, pour moi, il n'y a pas de problème. Tout ira bien. Monsieur Ali? Oui, par rapport à cette question du gouvernement, moi je crois que nous sommes à un début, on doit faire entièrement confiance, parce que dans ma perception des choses, ce gouvernement-là est plus légitime que le gouvernement sortant. Pourquoi? La simple raison que ce gouvernement a besoin du peuple pour tenir. Les militaires dans leur ensemble le disent dans chaque communiqué, ils ont besoin du soutien du peuple, ils ont besoin que la communauté internationale sente le peuple derrière eux, et eux, ils n'ont d'outils d'avoir le peuple que par leurs actes. Donc moi je crois que c'est un gouvernement qui a besoin de nous, et qui a besoin d'abord de soutien en termes de confiance, que véritablement, de là où on sort, ils n'ont aucun droit d'aller ailleurs que par la voie qui est la voie attendue par le peuple. Et je crois que le bras de fer engagé par rapport à la présence française est un signe fort que le gouvernement et les autorités militaires ont donné. Puisque toutes les personnes déchues qui se mettent dans une posture de déstabiliser le Niger ont été pris de court par la fermeté affichée par ce gouvernement-là, à dire à la France sur laquelle ils peuvent compter: arrêtez-vous ici et faites avec moi ou rien. Donc quand vous tapez sur un gaillard comme ça, mais le petit Massaoudou, il ne lui reste que des pleurs, donc, ou de la fuite. Et donc moi je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut dire et faire sentir aux militaires qu'ils ont la confiance du peuple
pas parce qu'ils sont militaires, mais parce que le peuple se sent obligé de s'en sortir lui-même. Et le peuple n'a d'autres personnes derrière lesquelles se mettre pour s'en sortir que ces militaires-là. Et ils se retrouvent dans leur action. Exactement. Non, ils sont obligés d'être des complices. Et donc le peuple est complice des militaires parce que le peuple est sorti d'une compression, d'une torture, d'une souffrance que il attrape la première manche de sauvetage. Et donc ces militaires-là, ils sont les bienvenus. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent mais Tchani a fait 12 ans avec... On s'en fout. Tchani s'est racheté à un moment où on ne s'attend pas. Eh bien, si Tchani fait notre affaire, eh bien, qu'il nous libère et nous, on va contrôler Tchani. Merci. Pour terminer, je vous demande de conclure un message au CNSP ou aux Nigériens. Au CNSP, c'est un seul mot, tenez le cap. Le Niger et le peuple sait ce que ils veulent. Vous savez ce que le peuple veut. Vous êtes rentré dans la ligne relativement à ce que le peuple veut. Tenez le cap. Pour la société civile et ses braves qui prennent la veille et surtout qui sensibilisent, le peuple donc doit soutenir le CNSP pour survivre. Donc le véritable conseil, et ce que moi j'apprécie le plus au niveau de cette jeunesse nigérienne, c'est la non-violence. Et ça, on l'entend tout le temps dans toutes les rencontres-là, ils ne s'en prennent pas aux gens. Même si Massoud a parlé de jeunes haineux. Non, c'est parce qu'il est loin du pays. C'est pas ce qui se passe. Et c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. De financer les gens pour marcher, de pousser des gens à violenter d'autres personnes. Aujourd'hui, les Nigériens, ils sont fiers seulement d'être libres. Et donc je pense que sur ce... Merci beaucoup. Monsieur Bana Ibrahim, un message? Écoutez, le message, moi j'ai deux messages. Le premier, c'est à l'endroit des membres du CNSP. De continuer à souquer ferme et de ne pas reculer devant les menaces extérieures, quelles qu'elles soient. Parce que, comme l'a rappelé le grand frère, le CNSP, il ne sera là que tant qu'il continuera à bénéficier du soutien populaire. Et cela dépendra de ses actions. Tant qu'il restera dans la droite ligne de la trajectoire de départ, le peuple continuera à le soutenir et il n'y aura pas de problème insurmontable. Mon second appel, c'est par rapport aux populations et notamment aux jeunes. Le Niger, le peuple, moi j'ai été fier de voir le comportement, à quelques exceptions près, du peuple nigérien. Parce que quand un peuple sort d'une situation traumatisante, comme celle dans laquelle nous étions, que des gens peuvent permettre sur des radios étrangères d'appeler à la haine contre leur pays, à la violence contre leur pays, sachant qu'ils ont leur famille chez nous, au Niger encore, leurs familles sont là, même si ce n'est pas la famille directe, et que le peuple nigérien a compris qu'on ne peut pas imputer la faute du père au fils ou à la mère ou enfant. Nous sommes un peuple uni. Les actions de veille patriotique que nous faisons ne sont dirigées ni contre les ténors de l'ancien régime, ni contre aucune personne nigérienne ou étrangère sur notre sol. Mais on dit que vos actions-là commencent à s'émousser, hein? Les gens ne se mobilisent plus. Si, elle continue. Même hier, Nassir et moi, elle était sur l'un des sites jusqu'à... Vous savez peut-être que ce qui a... Et c'est là le propre de l'intérêt de nos débats, c'est que puisqu'on entend sur les réseaux sociaux que la menace de la CEDEAO s'éloigne, c'est le lieu pour moi de rappeler que la plus grande menace n'est pas celle de la CEDEAO. Nos militaires nous ont rassurés sur le fait que militairement, aucun de ces pays-là ne peut attaquer le Niger et le vaincre. La plus grande menace, c'est la France. Et cette menace est encore au-dessus de nos têtes. Donc les jeunes, je les encourage à encore sortir davantage, à éviter de poser des actes de frustration à l'encontre de leurs concitoyens ou même des ressortissants des autres pays, c'est-à-dire à rester sur les ronds-points, les animer, calmes et sereins, et de continuer à dire que jusqu'à ce que les derniers militaires français quittent notre territoire, nous sommes
sous la menace et nous serons debout pour y faire face. Donc je pense que cet esprit de patriotisme, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être les anciens l'ont connu sous le régime de Kounché, mais c'est aujourd'hui quelque chose de nouveau. Nous avons capitalisé cela pour que plus jamais le Niger ne soit pareil que ce qu'il a été depuis 1990. Merci beaucoup. Monsieur Hamamadou, une conclusion. Mais avant, j'aimerais vous demander le sort du pétrole nigérien qui devait être exporté en brut vers le Bénin et nous engranger beaucoup de ressources parce qu'on parle de 100 000 barils. Alors là, c'est tombé à l'eau. Pourquoi ça tomberait à l'eau? Le Bénin a autant besoin de l'aboutissement de ce pipeline que le Niger. Voilà. Je vous ai dit que nous sommes des économies interdépendantes. Il n'y a pas que le Niger qui est intérêt à ce que le pipeline là, il soit fonctionnel. Le Niger, probablement dans son budget 2024, a projeté des recettes liées à l'exploitation du pipeline. Je suis certain que de la même façon, nos frères du Bénin ont budgété des recettes liées à l'exploitation de ce pipeline. Je ne vois pas pourquoi, subitement, par stupidité, l'un quelconque d'entre nous déciderait d'arrêter ce processus. Donc ça continue. Ça va continuer puisque c'est l'intérêt du Bénin et c'est l'intérêt du Niger que ça continue en dépit des difficultés passagères que nous pourrions vivre entre nous. Maintenant, votre message? J'ai un message en direction de 3 acteurs. Le premier, c'est le CNSP. La première des choses que je souhaite dire au CNSP, c'est que leur seule boussole, ça devrait être l'intérêt du Niger. Leur seule boussole. Si nous admettons que leur seule boussole, c'est l'intérêt du Niger, nous devons admettre également que dans le cadre de notre diplomatie, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, dans le cadre de notre économie, ce que nous devons faire, ceux avec lesquels nous devons collaborer, sont les gens avec lesquels nous avons un alignement des intérêts. S'il n'y a pas un alignement des intérêts, il n'y a pas pour nous du sens à être avec X ou Y. On dit les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Un alignement des intérêts. Ensuite, au peuple du Niger, je voudrais, moi, être lucide. Nous allons transpirer, nous allons suer, mais il nous faut accepter ce sacrifice un moment pour avoir la liberté sur nos choix stratégiques. Parce que celui qui n'a pas la liberté sur ses choix stratégiques, il est un esclave. Et l'esclave n'a pas de besoin. Voilà. Donc nous avons une occasion aujourd'hui d'être déjà libres. Déjà libres. La liberté a un coût, mais son prix est excellemment élevé. Parce qu'il est sur de la durée. Le coût, c'est un moment. Mais le prix, il est sur de la durée. Donc c'est important que notre peuple soit conscient qu'on va traverser des zones de turbulence, qu'on va avoir des difficultés puisqu'on nous a habitués à un certain nombre de facilités que nous n'aurions pas parce que nous avons décidé d'être nous-mêmes, d'être dignes de nos ancêtres, ceux qui ont donné de leur sang, ceux qui ont donné de leur culture pour que nous vivions en gens libres. Donc ça, c'est important que notre peuple le sache. Maintenant, j'ai aussi un message en direction de la communauté, qu'il s'agisse de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Je dis bien à nos leaders, faites attention. Il ne revient pas aux pauvres de se faire la guerre pour financer les palais des riches occidentaux. Ça n'a aucun sens. Il ne revient pas, je le répète bien, il ne revient pas aux pauvres Africains de se faire la guerre pour financer les palais des riches occidentaux. Il nous faut donc de la mesure. Nos leaders doivent réfléchir. Nous ne gagnons aucun intérêt à nous faire de la guerre, qu'il s'agisse de guerre militaire ou qu'il s'agisse de guerre économique. Ce qui nous unit, c'est de la fraternité et ça devrait être de la solidarité parce que le premier devoir entre les frères et sœurs, c'est la solidarité de famille. Voilà ce que je souhaite dire. Merci beaucoup pour ce message très pertinent. Monsieur Nassir, on va conclure avec vous. Votre message à l'endroit des Nigériens, peut-être des dirigeants aussi.
Bon, pour les dirigeants, c'est simple. Hein. Ils n'ont qu'à prendre pour seul allié le peuple. Il n'y a pas d'autre... Parce que... Et je crois qu'ils en sont très bien conscients. Ils en sont très bien conscients parce qu'aujourd'hui, si par exemple le régime malien a tenu, c'est parce que quelque part, il y a le peuple derrière. Ce n'est pas leurs armes qu'ils se les disent, c'est parce que nous sommes là qu'ils sont là. Donc qu'ils nous prennent pour seul allié. Et comme l'a dit le grand frère Banadi, ne pas céder. Parce que la dignité, ils l'ont dit, ça a un prix et ça a un coût. Ils n'ont pas à céder. Ils n'ont pas à céder parce que ce qui est âgé est beaucoup plus important que nos positions personnelles ou les intérêts personnels des gens qui sont déchus ou même qui sont au pouvoir actuellement. Donc ils n'ont pas à céder et ils doivent tenir le cap et aller jusqu'au bout de la logique du peuple. Et par rapport à nos populations, ça serait aussi le même appel, et surtout les jeunes que nous sommes. Je pense que nous devons sortir des débats académiques sur des principes qui sont déjà vidés de leur contenu pour vraiment aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de préserver le pays. Et même ils ont dit c'est la sauvegarde de la patrie. Donc pour sauvegarder la patrie, parce que le mal, et même ils sont conscients qu'il y a une destruction qui était là en cours. Maintenant, le coup d'État, c'est une mesure conservatoire pour moi. On s'arrête, c'est une grande pause, c'est une grande occasion pour relancer le pays véritablement à devenir le pays de nos rêves, le pays que nous voulons. Et pour ça, les jeunes ont beaucoup plus ils ont beaucoup plus intérêt à ce que ça marche. Parce que nos tontons est là, déjà, oui, ils sont là pour être les éclaireurs, mais nous, c'est de nous qu'il s'agit, et nous aussi, on a déjà des enfants. Donc il faut qu'on se batte pour que ce pays-là tienne. Les débats académiques autour de la démocratie et autres vont suivre forcément, parce que c'est notre choix. Dans la Constitution suspendue, nous avons fait le choix d'être une république démocratique et sociale. On a eu des gestions qui ont vidé tous ces choix-là de son contenu. Eh bien, je pense que cette transition va être une grande occasion pour que les Nigériens rediscutent le modèle du pays qu'ils veulent demain. Donc, je vais m'arrêter là et je vais aussi interpeller Yero parce que j'ai compris qu'il a trop peur. Rien ne va se passer, Inch'Allah. Oui, rien ne va se passer. Merci de me rassurer. Rien ne va se passer. Et c'est les grandes épreuves qui font les grands hommes et les grandes nations. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. On ne meurt qu'une seule fois. Tchani n'a qu'à tenir tête. Et on ira jusqu'au bout de cette affaire. Merci beaucoup. Exceptionnellement, on va remettre la parole à Banay. Je voulais juste parler sur le pétrole. Il faut quand même que les CNSP comprennent qu'une attente forte des Nigériens sur ce pétrole qui a été hypothéqué par un clan de quelques personnes. Et cela n'a pas permis de jouer sur le prix du carburant à la pompe. Et sur le niveau de vie, tout ça. C'est hyper important que l'une des premières priorités pour le CNSP, c'est d'analyser la structure du prix pour que parce que c'est déjà un signe de solidarité vis-à-vis des populations éprouvées. Il faut diminuer le coût du carburant à la pompe. Et je pense que lorsqu'on enlève les goulots que constituaient les bonus à la signature versés à plusieurs dignitaires, avant, on peut agir et diminuer ce prix-là. C'est ça que je voulais dire. D'accord, merci, message bien noté. Vous l'aurez remarqué, c'est l'unanimité sur ce plateau et c'est ainsi dans le Niger entier, à quelques exceptions près. Tout le monde est d'accord que notre pays est prêt à s'engager sur la bonne voie, mais pour ce faire, il a besoin du soutien et de la combativité de tous ses fils et de toutes ses filles.